Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'ETF et plus précisément de deux indices très connus et très souvent mis dans le même panier, le S&P 500 et son cousin le Nasdaq 100. Le but ici va être de les comparer afin de comprendre leurs points communs, leurs différences, surtout concernant le Nasdaq 100 qui est un indice souvent mal compris. Cette comparaison servira à vous éclairer sur vos choix d'investissement sur les États-Unis afin de savoir s'il est utile d'ajouter un ETF Nasdaq 100 ou pas dans votre portefeuille boursier. Alors premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le S&P 500 et le Nasdaq 100 sont très différents en ce qui concerne l'indice. Effectivement, il faut comprendre que le S&P 500 est un indice géographique comprenant les 500 plus grandes entreprises américaines du coup cotées en bourse, que ce soit au NYSE ou au Nasdaq. Contrairement au Nasdaq 100, qui elle correspond à une place boursière et du coup ça comprend les 100 plus grandes entreprises non financières cotées sur la place boursière du Nasdaq. C'est-à-dire que dans le S&P 500, on va retrouver toutes les entreprises américaines, alors que dans le Nasdaq 100, on va retrouver seulement les entreprises non financières cotées sur la place Nasdaq. Et c'est ça la plus grande différence entre ces deux indices et c'est pour ça qu'ils sont souvent mal compris et mal interprétés. Car trop souvent, beaucoup trop de personnes font entre guillemets la simplification qu'en fait le Nasdaq 100 c'est du S&P 500 mais version technologique, alors que non, c'est pas du tout le cas. Prenons par exemple un exemple très concret. Si l'entreprise Apple décide de ne plus être cotée au Nasdaq et de se coter au NYSE, donc la place boursière de Wall Street à New York, ben, tout simplement Apple sortirait du Nasdaq 100 et du coup il manquerait une grosse valeur technologique. Donc ça montre bien que ce n'est pas du tout un ETF dit technologique, ce n'est pas du tout un ETF thématique ou sectoriel, c'est un ETF qui vraiment suit une place boursière. Maintenant passons à la comparaison des deux indices boursiers. Ici je suis sur Google Finance, je n'ai pas mis d'ETF, j'ai directement mis, comme vous pouvez le voir ici, les deux indices donc qui sont vraiment notés par points. Et la première chose qu'on remarque, c'est que effectivement sur ici une échelle de 5 ans, vous voyez, j'ai mis le Nasdaq surperforme le S&P 500, ce qui s'explique parce que dans le Nasdaq, on le verra après, il y a beaucoup plus de valeurs technologiques et récemment c'est les valeurs technologiques qui font énormément de performance sur ces dernières années. Mais ceci dit, on peut noter quelque chose, c'est que quand même les deux indices, malgré le fait que le Nasdaq soit ici au-dessus, qu'on peut voir la courbe en jaune est au-dessus, mais on remarque quand même que les indices sont très corrélés. On peut voir dès qu'il y a une descente ici, les deux courbes descendent, vraiment elles se suivent, mais ce que l'on remarque, c'est que tout de même le Nasdaq 100 a l'air plus volatile. On remarque qu'il y a de plus grandes montées mais aussi de plus grandes descentes, ici on le voit bien, et c'est là où cette volatilité se confirme quand on regarde sur une très grande période. Là on remarque vraiment la volatilité, par exemple ici lors des crises qui sont beaucoup plus grandes, notamment en 2022 où les valeurs technologiques ont connu une très mauvaise année, et on remarque que le Nasdaq 100 a été énormément impacté contrairement au S&P 500 qui a été impacté mais pas du tout autant. Du coup aussi une autre chose qu'on remarque, c'est évidemment la performance. On remarque que si vous aviez investi ici depuis à peu près l'an 96, vous aurez une performance de 648% avec le S&P 500, ce qui est déjà vraiment beaucoup, mais avec le Nasdaq 100 vous aurez eu une performance de 4330%, c'est absolument énorme. Si vous avez investi 10 000 euros en l'an 96 sur le S&P 500, vous aurez maintenant à peu près 65 000 euros, alors que si vous y avez mis plutôt ces 10 000 euros sur le Nasdaq 100, vous serez aujourd'hui à 433 000 euros. La différence est absolument énorme, mais ceci a un coût. Évidemment qu'une performance, ça ne vient pas sans contrepartie. Ici, il y a un exemple flagrant, c'est la bulle internet qui montre que le Nasdaq 100 est extrêmement volatile et beaucoup plus risqué que le S&P 500. Tout simplement parce qu'on le verra plus tard quand on comparera la composition des indices, il est beaucoup moins diversifié. Donc pour vous expliquer rapidement ce qui s'est passé ici lors de la bulle internet, donc c'était en l'an 2000, j'étais même pas né pour la petite anecdote. Il y a eu une explosion des marchés avec la bulle internet, car internet est arrivé, ça a carrément révolutionné quand même pas mal le monde, mais les attentes des investisseurs étaient beaucoup trop élevées, ce qui a donné ensuite après une baisse des marchés boursiers, et le Nasdaq du coup on a pris un vrai coup, a vraiment subi cette baisse, et du coup vous voyez que le Nasdaq 100 ici était à 4400 points ici en l'an 2000, et c'est vers mars 2015, donc soit 15 ans après, que le Nasdaq 100 a retrouvé son plus haut historique. Donc vous voyez, en tout cas si on regarde sur une longue période, le Nasdaq 100 est quand même pas mal risqué. Ça va dépendre du coup de l'euphorie en fait des marchés, c'est ce qu'il y a eu, ce qu'on appelle une euphorie de marché, ce qu'il y a eu en l'an 2000. Est-ce qu'on est actuellement dans une euphorie de marché? Je ne pense pas. Il faut en tout cas le noter, se le notifier si un jour l'on décide d'investir dans le Nasdaq 100. Maintenant passons à la comparaison de ce qui compose ces deux indices. En ce qui concerne le S&P
S&P 500, ici j'ai pris l'iShares Core S&P 500 qui est tout simplement le plus gros ETF S&P 500 que vous pouvez retrouver sur le marché financier. Et pour le Nasdaq 100, j'ai pris l'iShares Nasdaq 100 qui est aussi le plus gros ETF Nasdaq que l'on peut retrouver sur le marché. Premièrement, attardons-nous sur le S&P 500. Donc évidemment qu'au niveau de l'exposition géographique, on est quasiment sur du 100% États-Unis. Et ce que l'on peut remarquer, c'est que tout de même le S&P 500, un tiers de cet indice est composé par des valeurs tech. Mais ceci dit, nous avons quand même pas mal d'autres secteurs qui sont aux alentours des 10%. Ça va de la santé aux services financiers, aux biens de consommation cyclique jusqu'à la télécom. Donc quand même on a un indice très diversifié. C'est pour ça que c'est un énorme classique et que lorsqu'on investit dans le S&P 500, on dit limite qu'on investit dans un MSCI World. Au niveau ici des entreprises que l'on retrouve, évidemment c'est les valeurs tech qui vont dominer, telles que Microsoft, Apple, Alphabet, ici la maison mère de Google. On peut voir ici que le plus gros ici c'est Microsoft en ce moment à 7%. Et ici quelque chose d'important à noter, c'est que les 10 premières positions, donc les 10 plus grandes entreprises qui composent cet indice là, reflètent 34% de la performance de l'indice. Donc ça c'est quand même important de le notifier, c'est-à-dire que lorsque vous investissez dans cet ETF là, 34% de votre performance vient de seulement des 10% des plus grosses entreprises. Ensuite passons au Nasdaq 100. Au niveau de l'exposition géographique, on est quasiment presque sur les États-Unis, mais ici la plus grosse différence que l'on a, c'est sur le secteur technologique. On a la moitié de l'indice qui est concentré sur des valeurs technologiques, sur le secteur technologique, et on a quand même aussi 15% sur les télécommunications, un indice qui est très orienté sur la tech. C'est pour ça qu'il est très souvent dit que c'est limite un indice sectoriel, alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est un abus de langage, on va dire, en fait, de dire ça. Et comme je vous l'ai dit, c'est un indice qui ne prend pas en compte les valeurs financières, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas ici le secteur financier. L'on retrouve quand même d'autres petits secteurs tels que la santé, mais ils sont beaucoup moins présents que dans le S&P 500 comme on l'a vu tout à l'heure. La différence d'ailleurs s'observe dans les 10 positions les plus importantes. On remarque ici Microsoft est à 8,48%, Apple à 8,13%. L'exemple marquant c'est Meta ici qui est à 4,5%, alors que dans le S&P 500 ici il est à 2,33%. Donc Meta est presque 2 fois plus présent dans le Nasdaq 100 que dans le S&P 500, et c'est ça qui va vraiment faire la grosse différence dans cet indice là. C'est qu'on a surtout là les 10 premières positions qui représentent presque la moitié de la performance de cet indice là. Donc c'est pour ça que en fait cet indice là il est quand même pas mal risqué et très volatile, parce qu'il est quand même très dépendant, à moitié dépendant même on peut dire ça, de seulement 10 entreprises. Maintenant j'aimerais vous montrer un petit document PDF qui a été rédigé par le Nasdaq, du coup la place boursière en question, qui compare le Nasdaq 100 et le S&P 500. Évidemment ce document vous le retrouverez en description en dessous de la vidéo, comme tous les autres sources que j'ai utilisées pour réaliser cette vidéo. Donc ce document est assez récapitulatif de ce qu'on a vu. Ici par exemple nous avons la performance par année. On remarque que le Nasdaq 100 explose, on va dire, le S&P 500 dans la plupart des cas, mais aussi baisse beaucoup plus lors des années où le marché boursier est en crise, comme ici on a pu le voir en 2008. On remarque là aussi que de 2008 à 2022, le Nasdaq 100 performe beaucoup plus. On peut le voir qu'au niveau cumulé ici, nous sommes à 637 contre 281 pour le S&P 500, ce qui donne un retour annualisé de 14% contre 9,2 pour le S&P 500. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est qu'au final, la volatilité annualisée est de 23% contre 21% pour le S&P 500. Et c'est là justement où c'est quand même assez contradictoire. Ici, nous avons le graphe de corrélation de la volatilité et on remarque que c'est très corrélé, alors que pourtant on le voit très bien que le Nasdaq est beaucoup plus volatile rien qu'on regarde sur un graphique. Et c'est ici en fait qu'il faut comprendre la chose. C'est cette phrase là qui dit que de manière journalière, donc c'est-à-dire si on prend chaque jour, en réalité le S&P 500 et le Nasdaq 100 sont corrélés à 93%. C'est-à-dire que si imaginons le Nasdaq augmente de 2%, imaginons aujourd'hui le Nasdaq augmente de 2%, le S&P 500 va augmenter de 1,8% à peu près. Et à l'inverse aussi, si le Nasdaq 100 descend de 2%, ça veut dire que le S&P 500 va descendre de à peu près 1,8%. Donc ce document est pas mal du tout, ça récapitule bien aussi ce qu'on a vu aussi, que le Nasdaq 100 est beaucoup présent sur les valeurs technologiques. De toute façon, vous le retrouverez en barre de description. Petite aparté quand même concernant les frais, c'est très important. Il faut bel et bien comprendre que sur le S&P 500, les frais sont beaucoup moindres. Là ici, nous avons par exemple du 0,07% pour le plus connu. À noter aussi que la taille des fonds en général est beaucoup plus grande, c'est-à-dire que du coup le marché est beaucoup plus liquide, donc vous pouvez vendre aussi beaucoup plus facilement. Et bon, quand même, le Nasdaq 100 a quand même beaucoup de fonds investis, donc il n'y a pas de souci avec ça. La différence se fait vraiment au niveau des frais. Ici, vous voyez qu'on a des frais ultra compétitifs. On en a même un ici à 0,03. C'est absolument ridicule. Pour ceux qui investissent via le PEA, on est plus aux alentours des 0,2. Et en ce qui concerne le Nasdaq, ici, vous voyez que ça n'a rien à voir. On est aux alentours de 0,30, 0,33, 0,22. Et en ce qui concerne le PEA, c'est aussi aux alentours du 0,30. À noter que quand même, on a plus de frais pour le Nasdaq
Nasdaq 100, mais en soi c'est compensé par la surperformance du Nasdaq 100 comparé au S&P 500. Mais ça me paraissait quand même important de vous le noter. Du coup, qu'est-ce qu'il faut en conclure? Le S&P 500 reste toujours l'indice référence en bourse. C'est un indice qu'il faut avoir dans son portefeuille d'investissement si on décide de prendre plusieurs ETF, car il reste extrêmement diversifié avec une très bonne performance. Cependant, investir dans le Nasdaq 100 peut être aussi une bonne chose si on a une conviction pour les valeurs technologiques et que l'on pense que ce secteur-là va avoir de l'avenir plus tard. Notamment pour les personnes jeunes entre 18 et 25 ans, ça peut être super bien d'investir sur le Nasdaq 100, qui est certes beaucoup plus risqué, mais comme nous sommes jeunes, nous avons une horizon de temps beaucoup plus élevé, nous pouvons nous permettre de prendre plus de risques. Donc ça peut être pas mal d'avoir une partie de son portefeuille sur du Nasdaq 100. Sinon, selon moi, la meilleure idée, c'est d'investir sur les deux indices. Personnellement, c'est ce que je fais dans mon portefeuille boursier avec mon PEA, où j'ai 50% de mon portefeuille qui est placé sur un ETF S&P 500 et j'ai 20% qui est placé sur un ETF Nasdaq 100 afin d'aller chercher de la performance et tout en limitant la volatilité du portefeuille. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui voudraient investir via le PEA, vous avez en bas mon code parrainage pour Boursobank. N'hésitez pas à l'utiliser, vous avez en ce moment jusqu'à 200 € offerts pour l'ouverture d'un compte et cela vous permet d'investir avec des frais ultra compétitifs. Donc n'hésitez pas, ça me soutient aussi de mon côté. Pour du coup résumer, le Nasdaq 100 est un indice qui est assez risqué mais qui peut ramener beaucoup de performance. Donc si vous avez une conviction pour le domaine technologique et que vous êtes jeune, ça peut être une super idée de l'intégrer dans son portefeuille d'investissement. Ceci dit, je vous remercie énormément de m'avoir écouté et d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos. N'hésitez pas aussi à lâcher le like si celle-ci vous a plu et vous a aidé. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.